Salut à tous et bienvenue sur Confluence. Moi, c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une des théories du complot les plus folles, les plus tenaces qu'on ait jamais vues, le fameux projet Bluebeam. Gabrielle, il faut que tu m'expliques un truc. Cette théorie, elle a quoi? 30 ans, elle date de 1994 et pourtant, en ce moment, on n'entend parler que de ça. Entre les histoires d'ovnis, les phénomènes bizarres dans le ciel et même cette histoire complètement folle au centre commercial de Miami, on dirait que tout, absolument tout, nous ramène à Bluebeam. Alors la question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ça explose en 2025? Eh bien, tu poses exactement la bonne question. En fait, on est en plein dans ce que les partisans de la théorie appellent la tempête parfaite. L'idée, c'est que 2025 serait une sorte de point de convergence. Plusieurs trucs, plusieurs événements majeurs sont en train de s'aligner. Et cette synchronicité, eh bien, ça rend tout le scénario beaucoup plus crédible pour pas mal de gens. Et cette tempête, elle est faite de plusieurs ingrédients, si tu veux. D'un côté, t'as les révélations officielles sur les ovnis, là, au Congrès américain. Ça change complètement la donne. En même temps, on a le pic du cycle solaire 25, qui nous donne des aurores boréales magnifiques, mais aussi très étranges. Tu ajoutes à ça les progrès mais fulgurants de l'IA et des hologrammes. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est cette méfiance généralisée, quasi totale, envers les institutions. Tu mélanges tout ça et t'as le cocktail parfait, le terreau idéal pour que cette vieille théorie refasse surface et explose. D'accord, je vois. Le contexte est hyper clair. Mais attends, avant qu'on plonge dans les détails de la théorie elle-même, j'aimerais qu'on revienne à la source. C'est qui le gars derrière tout ça? Qui est l'architecte de cette peur moderne? Alors, l'homme en question, c'est Serge Monast. C'est un personnage fascinant, un journaliste québécois, mais aussi poète, essayiste, et c'est lui qui a mis tout ça en forme en 1994. Faut bien comprendre, il n'a pas inventé l'idée du nouvel ordre mondial, ça existait déjà, mais il l'a upgradé, il l'a mise à jour avec la technologie de son époque. Là où les autres complotistes voyaient des sociétés secrètes un peu à l'ancienne, lui voyait la NASA, l'ONU, avec des lasers, des satellites, une vision beaucoup plus techno en fait. Et ce qui va vraiment cimenter sa légende, ce qui va donner une puissance folle à sa théorie, c'est sa propre fin. C'est une histoire tragique et, pour beaucoup, très suspecte. On est en 1996, juste après la publication de son livre. D'abord, les services sociaux lui retirent ses enfants. Peu de temps après, il est arrêté pour des motifs assez flous, il passe une nuit en prison, et le lendemain de sa libération, il meurt. Crise cardiaque. Il avait seulement 51 ans. Pour tous ses disciples, évidemment, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve ultime. Pour eux, il a été réduit au silence. Ça le transforme en martyr, et sa théorie devient une sorte de prophétie, un testament. C'est dingue comme histoire. Mais au-delà de sa vie, il y a un autre truc assez fascinant dans la naissance de cette théorie, ce sont les ressemblances troublantes avec la science-fiction. Je pense notamment à Star Trek, c'est ça? Exactement, bien vu. Il y a un épisode de Star Trek, L'Appel du Diable en français, qui a été diffusé 3 ans avant que Monast ne publie son livre. Et l'intrigue, c'est hallucinant. Une arnaqueuse qui utilise des hologrammes géants et qui déclenche des faux tremblements de terre pour se faire passer pour une divinité revenue sur sa planète. La ressemblance est frappante, c'est le mot. Et bien sûr, pour les théoriciens, ce n'est pas du tout un hasard ou un plagiat. Non, pour eux, c'est un concept bien précis qu'ils appellent la programmation prédictive. L'idée, c'est qu'Hollywood serait utilisé pour nous préparer mentalement à accepter des choses qui, autrement, nous paraîtraient impossibles. Allez, maintenant qu'on a le contexte, rentrons dans le vif du sujet, dans la mécanique de la théorie. Parce que c'est ça qui est important à piger. Le projet Bluebeam, ce n'est pas un seul événement, un gros spectacle et c'est tout. Non, c'est un plan, un processus très méthodique en 4 phases. Et chaque phase est conçue pour briser, une par une, nos défenses psychologiques et même spirituelles. Alors, en gros, ça se déroule comme ça. Phase 1, on crée des tremblements de terre artificiels pour faire découvrir de faux objets archéologiques. Le but, démolir toutes les religions existantes en une seule fois. Phase 2, c'est la plus connue, le fameux grand spectacle d'hologrammes dans le ciel du monde entier. Ensuite, phase 3, on passe à un niveau supérieur. On communique directement dans la tête des gens. Et enfin, phase 4, le bouquet final, on simule une invasion alien massive pour forcer l'humanité terrifiée à s'unir sous un seul gouvernement mondial. C'est un plan en 4 actes en fait. Faisons un zoom sur la phase 2, parce que c'est vraiment l'image d'Épinal de Bluebeam. L'idée, c'est que des satellites utiliseraient l'atmosphère, et plus précisément la couche de sodium qui s'y trouve, comme un écran de cinéma géant. Et là-dessus, ils projetteraient des hologrammes immenses de divinités. Et le truc est bien pensé. Chaque grande région culturelle du monde verrait apparaître sa propre figure religieuse. Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, avant que toutes ces images, ne fusionnent en une seule, une sorte de nouveau messie mondial pour une nouvelle religion unique. D'accord, mais un hologramme planétaire, c'est possible ça techniquement? Ça paraît complètement dingue. C'est là, évidemment, que la théorie se confronte un peu au mur de la réalité physique. Les scientifiques, quand on leur parle de ça, ils ont une explication beaucoup plus terre-à-terre.
les phénomènes naturels. Il parle notamment de la Fata Morgana. C'est un mirage, mais un mirage très complexe, qui peut donner l'illusion parfaite de voir des objets, des bâtiments, des villes flottantes dans le ciel. On se souvient tous de ces vidéos virales en Chine. Pour un scientifique, c'est de l'optique. Pour un partisan de Bluebeam, c'est la preuve irréfutable qu'ils sont en train de tester leur matériel. Deux visions du monde, quoi. Oui, et autant les hologrammes géants, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, autant la phase 3, là on entre dans un domaine beaucoup plus dérangeant. Parce que la technologie qu'elle décrit, la transmission de son sans haut-parleur, eh bien elle n'est pas totalement fictive. En fait, elle est même documentée dans un brevet américain, bien réel celui-là, déposé en 1992. On appelle ça la technologie Voice to Skull, la voix dans le crâne, V2K pour les intimes. Le principe, c'est d'utiliser des micro-ondes pulsées pour envoyer un signal audio qui va directement stimuler le cortex auditif dans le cerveau. En gros, ça chante les oreilles. La personne ciblée n'entend pas un son qui vient de l'extérieur, elle entend une voix à l'intérieur de sa propre tête. Et ce n'est pas de la pure SF, ça se base sur un phénomène scientifique réel, documenté depuis 1961, qu'on appelle l'effet frais. L'idée de Bluebeam, ce serait d'appliquer ça à grande échelle pour que des milliards de gens aient l'impression que le nouveau Dieu leur parle, directement, intimement. C'est terrifiant quand on y pense. Oui, c'est absolument terrifiant. Bon, revenons à notre tempête parfaite de 2025. Concrètement, comment les événements d'aujourd'hui sont-ils récupérés, comment sont-ils vus comme des preuves que le plan est en marche? Eh bien, l'élément le plus récent et le plus puissant, c'est sans doute le témoignage de David Grush. C'est cet ancien du renseignement américain qui a déclaré sous serment, devant le Congrès, que les États-Unis possédaient des débris de vaisseaux non humains. Pour le commun des mortels, c'est une révélation incroyable. Pour les théoriciens de Bluebeam, c'est tout sauf de la transparence. Pour eux, c'est une psyop, une opération psychologique massive. C'est l'étape de préparation avant de nous balancer la phase 4, la fausse invasion alien. Ils nous conditionnent en quelque sorte. Et c'est pareil pour l'activité solaire. On a en ce moment des aurores boréales absolument spectaculaires, avec des couleurs qu'on voit rarement. La science nous dit c'est le pic du cycle solaire. La théorie Bluebeam dit non. Ça, ce sont les tests des projecteurs holographiques. Ou alors, ce sont des perturbations créées exprès dans l'atmosphère. Ce serait même le prétexte parfait pour justifier un blackout total des communications mondiales, juste avant de lancer le grand spectacle. Tous en boîte. Je comprends. En fait, la théorie est incroyablement adaptable, elle absorbe l'actualité en temps réel. Mais si on prend un peu de recul par rapport à la technique, aux phases, etc., quel est l'impact humain, au fond? Qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque, une théorie pareille? C'est sans doute le point le plus important et le plus triste. Cette théorie a offert un cadre, une explication, à une communauté de gens qu'on appelle les individus ciblés ou targeted individuals. Ce sont des milliers de personnes, souvent dans une détresse psychologique immense, qui sont persuadées d'être les cobayes de ces technologies de harcèlement électronique, comme le Voice to Skull. Pour ces gens-là, Bluebeam, ce n'est plus une théorie du complot abstraite, c'est le nom qu'ils mettent sur leur souffrance de tous les jours. Donc, si on essaie de faire le tri, de démêler le vrai du faux, où on en est en 2025? Les hologrammes géants dans le ciel, à l'échelle du globe? Bon, là on est d'accord, la technologie actuelle ne le permet pas, la plausibilité est très faible. Par contre, le contrôle mental par le son, le Voice to Skull, là c'est plus ambigu. La science derrière existe, des brevets existent. Une application à grande échelle, c'est une autre histoire, mais pour cibler des individus, la plausibilité est moyenne et c'est déjà assez flippant. Quant au contexte politique, l'idée d'un gouvernement mondial unique, ça semble loin vu les tensions actuelles. Mais l'idée d'une opération sous faux drapeau pour créer la peur et l'unité, ça malheureusement, c'est un classique de la géopolitique. En fait, au final, la vraie force de Bluebeam, ce n'est peut-être même pas de savoir si c'est techniquement possible ou non. C'est surtout que c'est une métaphore absolument terrifiante de notre monde actuel. La manipulation par les algorithmes, la vie qui bascule dans le virtuel, les guerres cognitives, tout ça, ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre quotidien. Serge Monas n'a peut-être pas prédit l'avenir au sens littéral, mais il a capturé l'essence du cauchemar du XXe siècle avec une acuité assez incroyable. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Au fond, qu'il y ait des hologrammes dans le ciel demain ou pas, ça n'a presque plus d'importance. Dans notre monde où la vérité est devenue si élastique, où la méfiance envers toute parole officielle est la norme, est-ce que l'objectif premier de Bluebeam, qui est de semer le doute absolu, de rendre impossible de distinguer le vrai du faux, est-ce que cet objectif-là n'est pas en fait déjà atteint? Voilà une pensée qui fait réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette plongée dans Bluebeam. Oui, merci à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a hâte de vous lire. À très bientôt.